Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% live, émission spéciale Hell in a Cell. Vous savez, comme après chaque pay-per-view, on va revenir sur tous les matchs de la soirée. Et petite nouveauté, les chroniqueurs qui sont avec moi vont noter le pay-per-view et on regardera à la fin de la saison quel a été le meilleur ou et le pire pay-per-view de la saison. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, équipe réduite, je suis accompagné de seulement 2 chroniqueurs, mais vous inquiétez pas, on va se donner à fond pour faire vivre cette émission. On commence avec le premier, toujours présent, il s'appelle Auguste. Comment tu vas? Salut PA, salut Nathan et bonjour, bonsoir à tous qui nous écoutent. Je vais très bien. On a eu, on est enfin, ça fait une semaine à peu près que LNECL est passé. On va pouvoir en parler tout au long de cette émission. Et puis voilà, enfin. Impatient, mais de pouvoir en parler avec vous et avec tout le monde. C'est parfait. Voilà. Ouais, on est quasiment une semaine, on est vendredi à l'heure où on tourne. Vous, vous le verrez, vous écouterez cette émission bien une semaine après le show. 2e et dernier guest du coup de cette émission, c'est Nathan. Comment tu vas? Bonsoir à tous, très heureux d'être là, très content de pouvoir parler une nouvelle fois catch ici. Et puis très heureux parce que, mine de rien, on a une bonne semaine catch avec un bon Monday Night Raw, ce qui est plutôt étonnant ces derniers temps. Donc très heureux d'être ici, même si on va parler de l'INSL et non de Monday Night Raw. Mais voilà, un show pas trop mal, mais qui vient conclure une période au Thunderdome où on est heureux que ça se finisse. On est tous heureux que la foule revienne très, très bientôt dans les salles pour accueillir nos superstars, préférés bien sûr. Show me mes raisins, mais oui, on va y revenir et bien sûr, je voulais dire un dernier truc sur Raw. Quand ils font un bon show, on n'en parle pas, c'est normal. Allez, on commence avec donc ce Hell in a Cell qui a commencé dès le kick-off. Un match, dans la division par équipe féminine entre la moitié des championnes par équipe, Natalya et Mandy Rose. C'est, Natalya qui a remporté ce match. Match de kick-off, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Auguste, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, Oui, enfin, je, je l'ai vu. C'était vraiment une purge, franchement. Ça a mis, enfin, ça a bien rappelé, mais que Mandy Rose avait encore beaucoup de lacunes dans le ring. Enfin, à part un coup de genou potable, le reste, c'est quand même très, très moyen, très, très poussif. Surtout mais dans cette époque où les filles enfin, sont beaucoup plus mises en avant grâce à leurs compétences physiques dans le ring et pas à leur apparence. Après, heureusement mais que Natalia était là parce que même si ça fait longtemps qu'elle a les bases, enfin, mais c'est toujours au moins moyen à qu'elle, enfin, elle sait catcher. Bon, en même temps, vu sa famille, c'est pas très étonnant. Mais ouais, le match, il, il, il était pas très long en soi. Je crois qu'il a duré une dizaine de minutes, mais en ressenti, c'était beaucoup plus long. Heureusement, mais que c'est Natalia qui a gagné. Enfin, elle est championne, elle gagne. Normal. Mais voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire en plus. 9 minutes 45 très précisément pour ce, pour ce match du kick-off, donc une, petite dizaine de minutes effectivement. Nathan, qu'est-ce que tu as à dire toi sur, ce match? Ah bah quel match mes amis, quel match. Non, en vrai, totalement osef. C'est un match de kick-off annoncé au dernier moment comme WWE a l'habitude de faire. Un match moyen, tout a été dit, juste je comprends pas trop la défaite de Mandy Rose, parce que si on veut les promouvoir et leur offrir un match de championnat et qu'elles perdent les matchs face aux championnes, techniquement elles mériteraient pas un match, mais bon, c'est un peu une storyline secondaire, tout le monde s'en fout un peu, mais au moment le match est là et voilà, la rivalité est pas passionnante, le match était pas fou, donc voilà, un bon match de kick-off. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Nathan sur ce point, après on va passer vite fait. J'aurais préféré, aurais pensé que c'est Mandy Rose qui aurait gagné ce match pour, set-up un match, un Money in the Bank peut-être entre les 2 équipes. Visiblement non, va falloir, que ça se gagne à Raw cette histoire, on verra bien. En tout cas, on va passer aux choses sérieuses, on passe, à la carte principale et au premier match qui était le premier Hell in a Cell match de 2 de la soirée.
Bianca Belair défendait son titre de championne de SmackDown contre Bayley et on va pas se mentir, sans surprise, c'est la championne qui a, vaincu la challenger au terme d'un match à l'image du show. Donc le match a duré 19 minutes 45 très précisément. Hem, à l'image du show, ouais, mi-figue mi-raisin, on sait pas trop quoi en penser. Nathan, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match? Bah, tout d'abord, avant le match, on se posait la question du pourquoi mettre le Hell in a Cell sur ce match-là, qui n'en avait pas forcément besoin. Le match était bon, c'était un bon opener, pas trop mauvais, pas trop bon. Elles ont pas fait de mauvaises choses. Tout a été bien fait. C'est un match qui tourne beaucoup autour de la tresse de Bianca Belair. Donc c'était ce pourquoi Bayley demandait une revanche à la base avant de rigoler toutes les semaines à SmackDown. Mais non, c'était solide. On sent que Belair peut faire ce qu'elle veut dans un ring. Elle est tellement puissante, agile, technique, c'est assez remarquable. Bon, c'est une storyline qui... On verra si elle continuera du côté de SmackDown en attendant le retour de Sasha Banks, peut-être au niveau du retour du public. Donc on verra ce qu'il nous donne pour Money in the Bank. Mais en tout cas, le match était solide, l'opener était convaincant. Et une victoire logique de Bianca Belair. J'ai bien aimé le finish, n'empêche, qui était amené sur l'échelle, là. Je trouve ça assez stylé. Et voilà. Bon match et bon début de show. Petite question que je vais vous poser, je la poserai à Auguste aussi. Nathan, je te la pose en premier. C'était le quatrième, si je me trompe pas, Hell in a Cell féminin de l'histoire. Les 3 premiers étaient avec Sasha Banks contre Charlotte, Bayley et Becky Lynch. Dans ton classement des 4, il se place où? Je mettrais Oui, c'est une question peut-être... surprise que je n'ai pas préparée. Ah, il faut. L'improvisation. Pour là, je le mettrais 2/3. Je pense que contre Charlotte Flair, c'était le premier, c'était peut-être le meilleur. Des souvenirs que j'ai, qui sont assez vagues sur ces matchs-là. Ouais, 2/3 peut-être. 2 troisième, eh beh, très bien, très bien, très bien. Auguste, tu peux commencer avec, où tu le places dans ton classement avant de nous dire, qu'est-ce que tu as pensé Ouais, de ce match? vite fait, moi je mettrais troisième. Enfin, les 4 TNSL féminins qu'on a eu sont tous très très bons. C'est pas parce que il y a un qui est troisième ou quatrième qui est mauvais, hein. Je pense que même mon quatrième aurait au moins un 4 étoiles. Mais moi je le mettrais troisième. Je l'ai préféré à Charlotte contre Sasha Banks. Après, en 2, je mettrais celui de l'année dernière entre Banks et Bayley. En premier, Banks contre Becky Lynch. Mais bref, ça c'était un autre sujet. Sur le match, j'ai bien aimé. Ils sont repartis, comme l'a dit Nathan, sur la storyline de base, à savoir ce qui tourne à travers, enfin, à travers la tresse de Bianca Belair. C'est dommage, mais qu'à SmackDown, il soit totalement passé à côté de ça. Après, j'ai quand même trouvé mais que la tresse était un peu trop présente, et surtout que depuis WrestleMania, elle est un peu trop présente, et du coup, ça perd comment dire, de sa puissance et de son intérêt. Parce que du coup, ça devient un truc récurrent et du coup banal. Donc j'espère vraiment mais qu'à partir de sa prochaine rivalité, on va passer à autre chose, enfin sur d'autres critères pour une prochaine feud. Sinon, le match était très solide. Pour un opener, j'ai adoré, mais le moment où Bayley fait référence à l'année dernière, où elle sort deux doubles candlesticks déjà scotchés, alors que l'année dernière elle avait botché ce spot. Et j'aime toujours les interactions que Bayley a avec Michael Cole aussi. Sinon, le match, ouais, très bon. Un finish vraiment assez brutal et impactant, où Belair fait son finish sur une échelle à moitié ouverte. Enfin, mais ça a vraiment mis Bayley KO, et on comprend. Enfin, je trouve que ça met vraiment un terme à la rivalité, surtout qu'après, en après-match, Belair fait vraiment monstre physique et impressionne vraiment Bayley, et elle fuit à la limite. Donc normalement, Bianca Belair devrait avoir une autre challengeuse pour Money in the Bank, que ça soit Sasha Banks ou une autre. Mais j'aimerais bien une autre parce que Banks n'aurait pas forcément
Enfin, à part si elle revient avant, mais elle n'aura pas forcément de quoi prétendre à une revanche. Bon, bref, on verra ça sur les prochains weekly. Mais oui, un très bon match et une bonne manière de commencer le pay-per-view. Bien d'accord avec vous 2. Bon match d'ouverture, sans plus. Pour revenir au classement des Hell in a Cell match, je le mettrai 3e aussi. Pour moi, Sasha Banks Bayley et Sasha Banks, Becky Lynch sont au-dessus. Après ça peut discuter 3-4 avec Charlotte et Sasha Banks le tout premier, mais en tout cas oui, c'est vrai que les 4 matchs, Hell in a Cell féminins sont très, très bons. On s'en va un peu de la, structure de l'enfer pour revenir dans un match normal, un rematch même de WrestleMania. Seth Rollins combattait Cesaro à Hell in a Cell et cette fois-ci comparé à WrestleMania, c'est Seth Rollins qui s'est imposé en volant quelque peu la victoire, je pense qu'on peut le dire, à la suite d'un petit paquet, bien roublard et du coup cette feud qui, je dirais, voit continuer. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette opposition? Bah, j'ai bien aimé, parce que Cesaro, Rollins, c'est pas dans le ring, c'est ultra propre. En plus, ils ont une chimie, franchement, c'est incroyable. En même temps, ils se connaissent depuis la Ring of Honor, donc bon, c'est pas très, très étonnant. Je vais y arriver. Super match. J'ai quand même préféré celui qu'ils ont eu à WrestleMania, mais bon match quand même. Moi, je voyais bien Rollins vainqueur parce que bah, il le fallait pour que la rivalité se poursuive ou au moins que pour faire patienter Cesaro pour une potentielle future opportunité contre Roman Reigns. Maintenant, j'aimerais bien que Seth Rollins aille défier Roman Reigns pour Money in the Bank. Maintenant, qu'il a sa victoire. Mais sinon, dans l'absolu, c'était vraiment encore un bon match entre les deux. Et franchement, on pourra avoir mais ce match-là chaque semaine. Ça serait toujours aussi bien, je pense. Ouais, un bon match. Ouais, mais alors vous allez nous entendre beaucoup dire ça. C'est des bons matchs, mais pas excellents à chaque fois. Enfin, il manque un petit truc. Nathan, je pense que tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord, il manque un petit truc. C'est un match qui a ajouté à la dernière minute, c'est dommage, ils auraient pu nous le hyper un peu plus et l'ajouter de quelques semaines avant pour nous donner encore plus envie de voir le show. Mais quand les deux sont dans le ring, c'est toujours minimum très bon. Voilà, Cesaro Rollins, ça marche. La victoire de Rollins, je pense qu'il en avait besoin, parce qu'il a assez longtemps qu'il n'avait pas gagné un match en solo, donc c'est important qu'il accumule des victoires. S'il veut aller en plus défier Roman Reigns dans le futur, il faut qu'il accumule du momentum. La victoire comme ça en petit paquet, ça permet aussi de protéger Cesaro. À voir ce qu'ils vont faire avec les deux. La rivalité, je pense, va continuer. À voir s'ils les mettent pas dans le Money in the Bank, ladder match. À voir s'ils refont une revanche avec une stipulation à Money in the Bank entre les deux. Mais en tout cas, le match il était très bon, mais il manque pareil ce petit truc qui nous fait basculer dans le très très bon. Euh, mais voilà, un bon show qui continue avec un bon opener et avec ce bon match-là. Moi, j'ai l'impression que ce Hell in a Cell, le pay-per-view en entier est mal placé, en fait. Parce qu'on va re je c'est un point qu'on va pouvoir reprendre, quand on va parler du match pour le titre de Raw féminine. Hem, le truc, c'est que là, donc Cesaro a battu Rollins à WrestleMania. Là, Rollins bat Cesaro. Vu la violence dans cette feud où Rollins a envoyé, Cesaro sur une civière, je pense que le prochain match, dans toute logique, aurait pu être un Hell in a Cell match. Dommage, c'est passé. Et vous allez, enfin, je vais redire ça quand on parlera de Charlotte Flair et de Rhea Ripley, mais je pense que, dans l'enchaînement des pay-per-view, Hell in a Cell est pas forcément bien placé à cette place-là. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Mais, Ouais, ils l'ont décalé pour pouvoir mettre Money in the Bank lors du retour du public. Donc à la base, il devait se trouver plus tard. Donc je pense qu'il a un peu pris le mauvais rôle, ce Hell in a Cell, malheureusement. C'est vrai il est un peu mal placé. On aurait aimé un Cesaro Rollins dans un Hell in a Cell. Ils ont voulu mettre un Hell in a Cell féminin, je pense. Je pense que c'était un peu dans les codes, entre guillemets. Donc bah, ils ont choisi Belair Bayley. Est-ce que c'était le bon choix? Je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que ce Hell in a Cell est peut-être un peu mal placé.
Ouais, et surtout, dans un autre registre, normalement, on a Money in the Bank en juin, et en juillet, normalement, c'est Extreme Rules, qui est aussi un pay-per-view avec une thématique extrême, violente. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont mis LNSL si tôt. Il aurait très bien pu mettre un. Il aurait juste pu inverser Money in the Bank et Extreme Rules, et à la place des matchs NSL, tu fais un match Extreme Rules, et ça aurait. Et ça fait la même. Et au moins, mais tu laissais la stipulation LNSL à sa place, et tu te laissais du temps pour pouvoir écrire. Et surtout, bah, tu as eu du monde pour cette stipulation dans la salle. Ouais, bah, voilà, bah, totalement d'accord avec vous 2. On va, enchaîner en parlant de Raw, on va tourner à Raw maintenant avec le deuxième match féminin, troisième match féminin de cette soirée. Alexa Bliss et Shayna Baszler. Alors cette rivalité qui dure, depuis quelques semaines maintenant à Raw, et bien on a eu un match, assez bizarre, assez court, le match le plus court de la soirée si je dis pas de bêtises, ouais, 7 minutes tout pile, tout poil, qui est assez dur à parler dessus, Nathan, toi, tu as un petit avis peut-être sur ce match? Moi, je m'attendais à un accident de voiture, je m'attendais vraiment à rien, ou un truc vraiment bizarre, et au final, ça allait, ils ont sauvé les meubles entre guillemets parce que on sait qu'il y a le retour du public, donc on sait que les cuts dans les matchs, les effets spéciaux, les cinématchs, etc., ça risque de disparaître. Donc la question c'était de qu'est-ce qu'ils allaient faire d'Alexa Bliss. Ils ont pas fait de too much dans le match. Bon, ils ont fait voilà, Alexa Bliss devient marabout maintenant. Bon, je pense qu'avec du public ça aurait fonctionné. Que là devant des écrans, t'as du mal à avoir d'interaction. Mais le match était, ouais, il était à sa place. Il était pas, pas aussi nul que ce que je pensais. Voilà, juste sur la claque de Nia Jax originale. Bon, on sait qu'Alexa Bliss aime bien s'amuser, mais finalement, pendant le match, il lui sert à pas grand chose parce que finalement, elle perd le lead du match et c'est Baszler qui peut la prendre dans sa soumission. Donc c'est pas forcément utile. J'ai pas trop compris à quoi servait du coup le petit segment enfin, de cette claque, même si c'était assez drôle à voir. Mais voilà, le match était à sa place, j'attendais rien, donc ça allait, ça faisait le taf. Ouais, moi cette claque m'a fait beaucoup rire. Parce que je l'ai vu arriver très, très loin et ça m'a quand même fait beaucoup rire. Réginald qui se prend une grosse claque de forain, le pauvre. Il en prend plein la gueule, le pauvre Réginald, mais enfin, il est gentil. Auguste, accident de voiture évité selon toi? Oui, oui, parce que ouais, comme l'a dit Nathan, ce match-là aurait pu se passer devant un public. Parce qu'il y a eu aucun effet spéciaux, il y avait, il y avait aucun, comment dire, élément qui tombe du plafond. Il y avait aucune boule de feu. Il y avait rien d'extraordinaire. La seule chose un peu étrange, c'était l'hypnose de Alexa Bliss, qui a marché sur Shayna Baszler et sur Nia Jax. Bon, apparemment, elle a un nouveau pouvoir. Et puis aussi, euh, elle a toujours sa capacité où elle ne ressent pas les coups et les soumissions adverses. Bon, ça, elle l'a depuis qu'elle traînait avec le film. Mais bon, voilà, enfin, Alexa Bliss a remporté le match normal et heureusement pour la crédibilité de son personnage. Euh, à voir si la feud va se poursuivre. Bon, là, depuis Raw, elle est qualifiée pour le match Money in the Bank. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner parce que, bon, mais comme il y aura du public, tous les, tous les effets spéciaux sont éliminés. Et à voir ce que ça peut donner. Bon, on en parlera plus tard, mais quand on fera la preview de Money in the Bank. Mais bon. Euh, pour LNSL, le match a rempli son rôle et a limité la case, donc c'est déjà très bien. Totalement d'accord avec vous 2. Encore une fois, match OK, mais voilà, pas plus, donc pas plus ni moins. Donc voilà, c'est un pay-per-view assez bizarre comme on l'a dit. Allez, on retourne du côté du show bleu SmackDown
pour parler de Sami Zayn contre Kevin Owens. Ces deux-là sont dans la même trempe que Seth Rollins et Cesaro. On pourrait les voir se catcher toutes les semaines. Ça nous ferait du bien, ça ferait du beau catch toutes les semaines. Même si je vais vous demander votre avis là-dessus. À un moment dans le match, je pense que Kevin Owens s'est fait mal sur un topé suicida de Zayn. Je pense qu'il l'a mal attrapé, du coup, il s'est fait mal au bras. Il avait le bras en écharpe tout le reste du match, ce qui était assez bizarre. Mais ça a donné une petite saveur au match, c'était quand même assez cool. Donc Sami Zayn a battu Kevin Owens. Pareil, la feud va continuer, à part si Kevin Owens est blessé sérieusement et là, elle prendra un petit coup d'arrêt. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur, ce match? Oui, bah, alors franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans cette, direction parce que, bah, en fait, ce qui a aidé le match, c'est la blessure de Owens. Alors mais je ne sais pas si c'est une vraie blessure ou si c'était prévu et si c'est un work. Apparemment Owens va prendre une pause, je crois avoir, vu ça, passer. Donc c'était peut-être, réel. Hem et donc du coup, mais cette blessure au bras, ça fait que c'est Sami Zayn qui a, dominé le match et en plus le match a duré assez longtemps, il était bien pour un match simple, il était bien brutal, enfin, pardon, ils se sont fait aucun cadeau, hem et c'était vraiment, intense. Enfin, franchement, je m'attendais à un match, on va dire moyen pour pas qu'ils prennent enfin, pour pas mais qu'ils veulent le show et qu'ils prennent toute la place, comparé, aux 2 Hell in a Cell et au final, ils ont sorti un très bon match. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. En plus, les victoires de Sami Zayn, assez surprenant parce que je pense qu'on était beaucoup à voir Owens, gagner vu que Sami Zayn quand maintenant il se bat, il perd très, très souvent parce que du coup ça va plus avec son personnage, d'être fort et enfin d'être construit fort et de remporter des matchs à la loyale. Donc une victoire assez surprenante mais qui relance bien son personnage, et sa crédibilité. J'aimerais bien voir Sami Zayn dans le Money in the Bank, à voir, si ça sera le cas ou pas. Hem Et donc, et qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur le match? Voilà, j'étais vraiment surpris, mais de la victoire de Zayn, mais en bien. Si Owens prend vraiment une pause bon repos à lui et sinon, bien joué aux 2. Eux, c'est comme Cesaro et Rollins, hein. Ils catchent ensemble, ils comptent depuis, 15 ans, donc ils se connaissent, par cœur. Donc on peut les mettre sur un ring pendant des semaines et des semaines, le résultat sera toujours très bon. Ouais, plutôt d'accord avec toi. Après, pour revenir vite fait sur la blessure de Owens, la possible blessure de Owens, je pense pas du tout que ce soit un work parce que à un moment donné, le work, le catcheur peut oublier de le vendre. Là, il se tenait vraiment l'épaule. À un moment, je croyais qu'il allait se taper contre la table des commentateurs ou quoi pour se la remettre en place. Hem, Après, il se tenait le poignet. Sur les dégagements, il continue à se la tenir. Donc c'est très, très, soit c'est un work très poussé et bravo Kevin Owens pour l'avoir vendu si bien, ou alors là, pour le coup, c'est très, c'est sérieux et du coup, bah, il va devoir, ouais, prendre un peu de repos. Nathan, toi, du coup, tu as pensé quoi de ce petit match? Bah, je l'ai trouvé très bon, je l'ai même trouvé meilleur que celui qu'ils avaient fait à Mania. J'ai l'impression qu'ils avaient eu plus de temps, j'avais pas la durée du combat. Il y a eu plus de violence, on sent qu'il y a vraiment une complicité entre les deux. La durée du combat, c'est 12 minutes, Oh, clairement. il me semble que c'est légèrement plus qu'à Mania. Ce qui est Ça, étonnant, je c'est sais qu'on a pas. eu plus de matchs revanche à Hell in a Cell qu'à WrestleMania Backlash. Mais bon, ça c'est logique WWE de toute façon. Non, mais le match était très bon. Pour le work, ils avaient commencé un work sur la gorge de Kevin Owens pour faire suite à l'épisode de SmackDown. Ils sont passés après sur le bras parce que bon, là, je sais pas du tout si c'est une blessure qui est fake ou pas. Ça avait l'impression d'être un peu sérieux pour Kevin Owens. Sami Zayn a vraiment besoin d'une victoire parce que je sais pas depuis combien de temps il n'est pas gagné un match en solo, et d'autant plus dans un pay-per-view. Pour revenir sur le propos d'Auguste, moi aussi j'aimerais beaucoup voir Zayn dans le Money in the Bank. Je pense qu'avec les noms qui sont commencés à tomber, ça pourrait donner vraiment un excellent match. Je pense qu'il a largement sa place. Après, il a aussi une feud avec Apollo Crews, il tourne autour du titre intercontinental aussi.
Donc avoir la suite pour Zayn, pour Owens, j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra revenir vite, parce que lui aussi était dans le programme pour le titre intercontinental. Et on commence de manquer de babyface du côté de WWE, donc c'est pas une super nouvelle si Kevin Owens s'est blessé. Pour Sami Zayn, je sais pas ce qu'ils vont faire avec le retour du public, si du coup ils vont le faire turn face ou qu'ils vont le garder heel, mais dans tous les cas il interprète vraiment très bien tous ses personnages, et puis dans le ring c'est toujours parfait entre les deux de toute façon. Ouais, assez d'accord. En tout cas, si Kevin Owens est blessé, on lui souhaite bien sûr le plus prompt et le meilleur, rétablissement possible. On verra ce soir à SmackDown, de toute façon, s'il apparaît ou pas, ça nous donnera une petite indication. On retourne du côté de Raw pour finir ce pay-per-view avec les 2 derniers matchs. 2 matchs de championnat. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le titre féminin, de Raw. La championne Rhea Ripley défendait son titre contre Charlotte Flair et on va en revenir au point où je l'ai dit, où Hell in a Cell match, ce Hell in a Cell show, pardon, était possiblement mal placé. Rhea Ripley a perdu ce match, mais par disqualification. Du coup, Charlotte Flair a la victoire, mais Rhea Ripley garde le titre et effectivement, en général, quand il y a un build comme ça veut dire que le prochain match est un match avec une stipulation où la championne ne peut pas se faire disqualifier. Peut-être qu'ils vont nous pondre quelque chose à Money in the Bank, parce que la revanche est déjà actée. On sait que Charlotte Flair va avoir sa revanche à Money in the Bank, pardon. Après, reste à voir si ce sera un match simple ou un match, un steel cage match ou un match sans disqualification du moins. On verra. En attendant, Nathan, toi, qu'est-ce que tu as, pensé de ce match de championnat? Bah, sur le match, j'ai pas grand chose à dire. Les deux sont très talentueux, il n'y a rien à dire dessus. Le final, par contre, est vraiment à l'image de la rivalité, c'est-à-dire bancal. Faire une disqualification de Rhea Ripley. Donc ça nous confirme que Rhea Ripley, on l'a vu pendant le match, n'est pas du tout face. Donc qui est face dans cette rivalité? Bah Nikki Cross, sauf qu'elle n'y était pas. Pourtant, c'est elle qui gagne les matchs. Donc la rivalité était pas bonne. J'espérais qu'elle se termine. Apparemment, c'est pas le cas. Elle va continuer vu que c'est officiel pour Money in the Bank. J'espère qu'ils vont relever un peu la barre parce que c'est catastrophique depuis quelques semaines. Sur le match, non, bah les deux travaillent bien. C'était un match juste avant Main Event, donc ils allaient pas nous pondre un 5 étoiles non plus. Euh, Charlotte faisait passer un peu pour la professeure pendant le match. C'était un peu intéressant de voir cet angle-là un peu plus original par rapport à Rhea Ripley qui faisait des petites erreurs de débutante. Charlotte Flair y a l'expérience, mais le problème c'est que la rivalité un peu bancale j'ai pas pu me mettre directement dedans dans le match, quoi. Donc c'est compliqué. Le finish avec une disqualification de Ripley, bon, je sais pas trop si ça sert à quelque chose. Ils veulent protéger Charlotte Flair, ils veulent pas la faire perdre de manière clean, ça on le sait, mais en même temps ils veulent pas enlever le titre des épaules de Rhea Ripley, donc j'ai l'impression que leur booking est compliqué et ils doivent se chauffer ça doit chauffer le cerveau chez les scénaristes à Monday Night Raw. Ouais, ça doit, ça doit chauffer surtout si tu connais pas le catch. On l'a appris qu'il y a une des scénaristes de Raw qui a été virée parce qu'elle ne sait rien au catch, donc ça peut expliquer le Raw catastrophique. Après, c'est pas une seule scénariste qui fait tout le show. Bref, Auguste, ce match de championnat, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, oui, bah, là, c'est pareil, c'était bon, mais sans plus. Surtout, mais que les 2 lutteuses, j'en suis certain, peu enfin, peuvent nous donner un meilleur match. Rhea conserve, même si j'avais pronostiqué, Charlotte, je suis bien content que le titre soit encore autour des hanches de Rhea Ripley. Par contre, gagner par disqualification, bah, ça fait pas trop face, effectivement. Donc, est-ce que depuis le début, on est en heel contre heel? Ah, personnellement, moi, ça me dérange pas, une rivalité heel contre heel ou face contre face, mais il faut bien que ça soit clair avant. Alors que ça l'était pas. Enfin, on savait mais que Charlotte était bien heel, mais le statut de Rhea Ripley était encore flou. Bon, là, maintenant, on sait mais qu'elle est heel. Donc, si la rivalité se poursuit, je pense qu'elle va se poursuivre. Heu, Ça sera un heal contre heal. Par contre, si tu veux faire perdre mais ta championne par disqualification, trouve, autre chose que frapper, Charlotte avec avec le comment dire? Avec la protection, de la table et qui fait pas très violent. Enfin, je sais pas, mais trouve une chaise ou un extincteur ou un kendo stick.
Surtout que là, avec LNSL, je pense qu'ils avaient prévu un stock assez énorme. Euh, donc voilà, et sinon, j'ai bien aimé les petits signes de Charlotte envers Andrade. Elle nous a sorti la feinte Big Boot, coup de coude et le double moonsault. Bon, même si c'est pas des prises, mais vu que c'est la première fois mais qu'elle faisait ces prises, c'est pas encore très fluide et du coup on sent que c'est une copie de Andrade qui était pas top. Mais bon, la connaissant et sachant qu'elle a un ring très très bon, franchement, je pense que dans les prochaines semaines, ça va venir et du coup, Andrade reviendra, mais dans le ring à la WWE par le prisme de sa femme. Ils sont pas mariés encore, hein. Pas sa femme. Oui, enfin de sa copine, de sa petite Oui, amie mais il plutôt. faut être précis avec ses mots. C'est important. On va être attaqué pour diffamation après, non mais oh. Bref. Oh. Oh, on enchaîne avec le main event de la soirée. Le main event qui n'est pas Roman Reigns, parce qu'il était pas là, hein, tout simplement. Il avait eu son Hell in a Cell match le vendredi d'avant, il y a une semaine. Donc on va, partir sur le main event de cette soirée. Match Hell in a Cell pour le titre de la WWE. Le champion Bobby Lashley défendait le titre contre Drew McIntyre. C'était la dernière chance pour l'Écossais de remporter le titre. Sinon, tant que Lashley sera champion, il ne pourra pas défier le champion. Et bien, malheureusement pour lui, il a choke sa dernière chance. Allez, choke, c'est pas vraiment le terme. Il a été un peu arnaqué. On va en revenir. On va revenir dessus. Mais du coup, Bobby Lashley est toujours champion de la WWE. Et Drew McIntyre va devoir attendre maintenant qu'un autre champion soit couronné pour pouvoir potentiellement, se rediriger vers le titre. Auguste, qu'est-ce que tu as pensé de ce match de championnat? Qui est le match le plus long de la soirée, c'était le main event évidemment. Il a duré un total de 25 minutes, bien pleine de violence et de coups. On a vu les 2 hommes, surtout Drew McIntyre repartir avec de très grosses marques dans le dos. Auguste, je te laisse la parole. Oui, bah pour moi, sans grande surprise, c'est le match de la soirée. Bon, mais comme normalement c'est Roman Reigns un main event, on a l'habitude, mais bon, ça fait toujours du bien. Mais quand le main event, donc ton combat principal, est le meilleur match de la soirée, ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant une grosse partie du match, c'est McIntyre qui avait le dessus. Et ça prouve bien, mais que quand il est en 1 contre 1 et sans Braun Strowman, sans un MVP qui rôde autour, enfin, en 1 contre 1 pur, il est meilleur que Lashley parce que Lashley, il compte une fois parce qu'il il esquive une charge et après il attaque la glotte. Et après, il récupère la canne de MVP et il agresse McIntyre avec. Mais sinon, c'est McIntyre qui a le dessus jusqu'au ref bump où l'arbitre tombe. J'ai plus trop en tête comment. Je crois qu'il se prend il se prend un coup de McIntyre suite à Il se une prend un esquive. coup de il se prend un coup de McIntyre avec une chaise. Je crois que McIntyre voulait faire un Claymore avec la chaise et Bobby Lashley a évité, du coup, il l'a poussé dans l'arbitre, Ouais. quelque chose comme ça. Voilà, bon bref, c'est à ce moment-là où Lashley prend le dessus, vu qu'il y a un autre arbitre qui rentre et que du coup, ce crétin, il laisse la porte ouverte. Et du coup, il y a MVP qui rentre, du coup, ça fait un match handicap pour McIntyre, même si MVP n'est plus considéré comme un catcheur, je pense, ou un catcheur vraiment de la low card. N'empêche que ça permet à Lashley de récupérer pendant que McIntyre le tabasse, quoi. Donc, du coup, à la fin, j'ai vraiment cru que McIntyre allait gagner parce que enfin, je pensais vraiment que le Claymore Kick allait passer. Sauf que bah, y a MVP qui retient son pied et le finish en roll-up, en petit paquet, c'était franchement frustrant parce que le match était parfait, il était génial, mais finir sur un petit paquet, j'étais vraiment vert parce que ça a gâché tout le match. Et McIntyre aussi, il était deg à la fin et on peut le comprendre.
Surtout, mais qui fait bien de donner, parce qu'après, on a vu sur les réseaux et à Raw, les grosses traces dès son match NSL contre la Chine, donc il a un peu fait ça pour rien, parce que dans le KFA, vu qu'il a perdu, il a plus de chance. Après, s'il gagne le triple menace, mais de la dernière chance, qui va à Money in the Bank et de la, qui remporte la mallette, je, je ne sais pas comment ça va se passer si Lashley est encore champion. Genre, est-ce qu'il n'aura pas le droit de cacher? Bon, je me projette un peu trop loin, parce qu'il y a beaucoup de si. Mais du coup, pour revenir à LNSL, un très bon match, mais gâché et un peu nuit par le finish en roll-up. Euh, Là, je suis assez d'accord Merci. pour le finish gâché, hein. C'est malheureux parce que finir un show, un pay-per-view avec avec ton titre majeur en jeu sur un petit paquet, c'est vraiment dommage. Mais WWE a ce problème depuis quelques mois, voire quelques années, de finir énormément de matchs par des petits paquets. Les mecs ont des prises de finition, ça serait pas mal qu'ils les utilisent pour terminer les matchs. Mais le match a été violent, je pense que c'est le meilleur des affrontements. C'est le meilleur affrontement entre les deux, plutôt. McIntyre est toujours aussi bon dans le ring, malheureusement, bah, on en a tellement marre de lui que c'est un peu un ouf de soulagement qu'il perde ce match et qu'il n'ait plus de chance pour le titre pour l'instant. Le Voilà, l'intervention de MVP dans la cage, on sait très bien que c'était un peu attendu. Souvent, quand il y a des cages pour empêcher de faire rentrer les gens, souvent ils arrivent quand même à rentrer. Chez WWE, on a l'habitude. Voilà, rien de plus à ajouter. Le match, je l'ai trouvé très bon, mais gâché, ouais, par ce finish en roll-up. C'est vraiment dommage. Après, on a vu des spots assez classiques, hein, le ref bump, l'intervention d'MVP qui rentre dans la cage, qui veut intervenir. Bon. Mais voilà, encore une fois, c'est dommage. En plus, de la position dans laquelle était McIntyre pour le final, il aurait pu le prendre en full Nelson au lieu de le faire un petit paquet. Mais bon, voilà, on verra pour Money in the Bank. Je sais pas s'ils feront gagner McIntyre. Je sais même pas s'il sera dans le match parce qu'entre les trois prétendants pour le repêchage, je vois bien un Randy Orton s'imposer pour aller continuer la petite entente qu'il a avec Matt Riddle pendant le Money in the Bank match. Je pense que ce sera vraiment pas mal. Je vois pas du tout McIntyre être dans le Money in the Bank et le reporter. Mais bon, ça, on a le temps encore une fois. Je suis d'accord avec vous 2 au niveau du finish. J'ai été assez déçu d'avoir un roll-up. J'aurais préféré que, Lashley, mette un gros spear à McIntyre, après que MVP l'ait dérangé et que ce soit une victoire définitive, parce que là, effectivement, c'était un match, de la dernière chance et Lashley gagne au rabais. C'est un peu dommage, je trouve. Hem Donc merci à vous 2 d'avoir fait ce magnifique débrief de Hell in a Cell. On va donc passer, comme je l'ai dit, sur, la note que vous avez attribuée à ce show. C'est la note sur 20. Avant, de donner la parole, je tiens à dire que c'est notre appréciation personnelle. Peut-être que vous avez donné une note plus haute ou plus basse. On n'a pas la vérité absolue, bien sûr, il faut, le préciser. On va faire ça très rapidement. Nathan, tu mis combien toi à ce show? J'ai mis 11 sur 20. Un bon show, rien de spectaculaire, rien d'exceptionnel. Il a un peu une position bâtarde entre guillemets parce que c'est le dernier show sans le public, c'est le dernier show dans le Thunderdome, enfin dans le dernier pay-per-view plutôt dans le Thunderdome. Donc il n'y a pas de public, évidemment la note peut pas être non plus à 18-19, mais le show était bon, les matchs étaient bons, mais il y avait pas eu de retour marquant, il n'y a pas eu de match 5 étoiles, il n'y a pas eu de choses spectaculaires, donc voilà, c'est un pay-per-view qui a fait le travail. Les rivalités sont pas forcément terminées après ce pay-per-view, donc ça a fait avancer les storylines, mais ça en a fait terminer quasiment aucune, j'ai l'impression, donc voilà, 11. Assez d'accord avec toi. Auguste, est-ce que tu es Mmh. d'accord avec, Nathan sur cette note? Ouais, je vais partir sur la même note.
On se revend et globalement pour les mêmes raisons, hein. C'était un bon show, je pense. Quand on le reverra, enfin si on le revoit dans quelques mois ou dans quelques années, on passera un bon moment. Mais ça, il y a rien eu de marquant, enfin à part le main event qui était vraiment brutal, mais ça maintenant on a l'habitude chaque année d'en voir chez WWE, que ce soit à LNSL, à Extreme Rules, à TLC, à Elimination Chamber. Enfin, ils ont plein de stipulations où du coup les corps sont mis à rude épreuve. Il n'y a pas eu de moments marquants. Enfin, il y avait des rumeurs sur un retour de Brock Lesnar, c'est un retour de Becky Lynch. On les a pas eu. Ça sera, enfin, on le verra sûrement pour les prochains shows avec public. Et ce qui est assez logique, hein, pourquoi se priver mais d'une grosse pop à même pas un mois du retour des fans. Mais sinon, oui, il y a, enfin, à part le kick-off, il n'y a eu aucun match où c'était vraiment long, où c'était une purge. Tous les matchs étaient au minimum potables et convenables. Maintenant, je pense que le vrai défi, il est à Money in the Bank, parce que là, c'est le premier show avec des fans et où ça reprend sur le long terme, où tu bouges du Thunderdome, où tu bouges de la Floride. Donc, ce sera vraiment là où il faudra mettre le paquet pour donner envie aux gens de rester sur la longueur. Et j'attends avec impatience Money in the Bank, parce que je pense que là, pour le coup, on aura un excellent show. Je suis d'accord avec toi. Money in the Bank va être déterminant pour la suite, parce que là, si la WWE fait un truc que les fans n'aiment pas, bah, ils vont se faire huer sec. C'est pas un gars avec la machine qui contrôle les réactions du Thunderdome là. Va y avoir des vrais fans qui vont huer bien, bien fort si ça leur plaît pas. Personnellement, j'ai mis un 10 à ce show. J'ai été un tout petit peu plus dur que vous, mais l'analyse est la même. Voilà, c'est un show en dilettante, en mi-figue, mi-raisin en fait. On sait pas trop sur quel pied danser avec ce show. Il y a pas eu de match très, très mauvais. Je vous trouve assez dur avec Natalia Monteiro. C'était pas une purge non plus. C'était pas bon, mais c'était pas mauvais, mauvais. Et il y a pas eu de match vraiment excellent où on se saute du siège et du canapé. Donc 10, c'est la moyenne et c'est la moyenne de ce show et donc de 10,5. Donc c'est le premier show qu'on a noté. On notera bien sûr tous, les autres. Donc on en a fini avec, Hell in a Cell et avant de vous laisser, on a eu une, nouvelle, je dirais mini vague de renvoi à la WWE malheureusement. Ça se base sur des talents de NXT et de, 205 Live parce que ce show existe encore bien sûr. Donc, on a, alors j'ai 4 noms parce qu'il y a une tag team dont je ne connais pas les noms, j'ai pas eu le temps de les chercher. La première c'est donc l'équipe Everrise qui était beaucoup, sur NXT, ces dernières semaines. Fandango que vous connaissez tous et ensuite du côté de 205 Live, Aria Daivari et Tony Nese qui ont été, renvoyés par la WWE. Si vous avez une petite réaction les gars, je sais pas, Auguste en premier peut-être sur Ouais, ces renvois, bah, ça fait toujours de la peine quand, quand des lutteurs se font renvoyer. Après, c'est pas, mais comme les deux dernières vagues, il n'y a pas d'énormes noms. Enfin, c'est pas comme la dernière fois où il y avait Braun Strowman, il y avait Aleister Black. Avant, il y avait Samoa Joe, même si depuis il est de retour, mais il n'y a pas d'énormes noms. Enfin, c'est pas comme s'ils avaient annoncé Finn Balor et Tommaso Ciampa, quoi. Euh, ne parle m- pas de malheur. Après, je pense que à part Roman Reigns, personne est à l'abri. Euh, donc, bon, ça fait toujours mal, mais on va dire dans notre malheur, ça aurait pu être pire parce que bon, c'est pas. Enfin, je veux dire, la semaine prochaine, on aura oublié, malheureusement.
Et donc voilà, ça fait un peu de peine, mais ça aurait pu être pire. Même si ça peut encore tomber, là, ça peut être que les premiers noms et les prémices d'une liste plus longue et qui pourrait comporter des gros noms. Ça, c'est sûr qu'on sait jamais avec la WWE, une fois qu'ils sont lancés, où c'est qui finissent avec ces renvois. Nathan, toi, tu as une petite réaction comme ça à chaud? Bah, c'est toujours triste de voir des gens perdre leur emploi. Après, pour être tout à fait honnête, je regarde pas du tout 205 Live, donc je ne sais même pas qui reste dans le roster Cruiserweight, mais j'ai l'impression qu'il reste plus grand monde. Euh, Non, bah après, pour Fandango, il était revenu, il me semble, il y a quelques mois de blessure. Ça faisait très très longtemps, plus d'une dizaine d'années, il me semble qu'il était dans la compagnie. Il n'a pas toujours été super bien utilisé. 14 ans 14 ans, visiblement, ouais, c'est long, mais il n'a pas toujours été forcément hyper bien utilisé. J'ai pas de moment vraiment marquant, peut-être à part sa victoire sur Jericho à Mania. C'est toujours dommage à voir de ce qu'ils vont faire avec Tyler Breeze, mais c'est toujours embêtant de voir des gens perdre leur emploi comme ça. Et bah, WWE nous habitue à une vague de licenciements par an. Là, ils en ont déjà fait 2 ou 3, donc commence à devenir inquiétant quand même. Ça, pour le coup, c'est une mini vague, une vaguelette, pardon. Donc on verra s'il y a plusieurs noms, d'autres noms qui suivent, on n'espère pas bien sûr. Mais en tout cas vous serez informés, via le site et les réseaux sociaux de Wii Sport. En tout cas, nous on en a fini avec cette émission spéciale, Hell in a Cell. Merci à tous de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous aura plu. Auguste, Nathan, merci d'avoir, participé à ce débrief, avec moi et nous on se retrouve la semaine prochaine où on va, revenir à une version plus classique de l'émission vu qu'il n'y a pas de pay-per-view. Donc débrief de Raw, les news, vous avez l'habitude. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Au Ciao tout le revoir. monde.